Tu dois comprendre, mon pote, que la guerre du Vietnam était deux guerres très différentes selon le drapeau cousu sur ton épaule. Si tu étais un Yankee, surtout un Yankee de l'arrière-garde, la guerre était un miracle logistique. Je me souviens de la première fois où notre patrouille est arrivée à la gigantesque base américaine de Long Binh. C'était comme conduire sur une autre planète. Ils avaient des routes pavées, des baraquements climatisés, des magasins PX de la taille de supermarchés vendant de tout, des chaînes stéréo aux magazines Playboy. J'ai vu un gamin, un simple commis à la logistique, qui n'avait probablement jamais tenu un fusil avec colère, en train de manger un T-bone steak arrosé d'une Budweiser qui était vraiment froide, glacée, en plein milieu d'une zone de guerre tropicale. Ces types avaient des machines à glace, c'était comme Disneyland avec des flingues. Ensuite, il y avait nous, la task force australienne à Nui Dat. Nous étions les pauvres cousins de la coalition, la pauvre parenté. Pendant que les Yanks volaient dans des flottes de Hueys et de Cobra, engorgeant le ciel comme une nuée de sauterelles en colère, nous avions de la chance si nous pouvions quémander un tour dans un vieux rafio de la RAF. Nos véhicules étaient des Land Rover qui semblaient avoir survécu au Blitz de Londres, des boîtes de conserve qui vous brisaient la colonne vertébrale à chaque nid de poule. Nos uniformes pourrissaient sur nos dos et nos bottes se transformaient constamment en bouillie pendant la saison des pluies. La disparité était comique. Je me souviens avoir vu une unité américaine nettoyer un bunker de ravitaillement. Ils jetaient des bottes, des ponchos et des caisses de munitions parfaitement utilisables juste parce qu'ils ne pouvaient pas se donner la peine de les inventorier. Ils traitaient l'équipement comme s'il était jetable. Si un Yankee cassait son M16, il allait chez l'intendant et en recevait un neuf sous emballage plastique. Si nous cassions un SLR, nous devions remplir 3 formulaires en triple exemplaire, expliquer au major pourquoi nous étions des idiots maladroits, puis attendre 6 semaines pour qu'un ressort de rechange arrive de Sydney. Nous étions l'unité d'élite de l'armée australienne, le SASR. Nous étions censés être la pointe de la lance. Nous étions dans la jungle, faisant le travail de reconnaissance le plus difficile de la province. Vivant de biscuits durs et de thé tiède, nous déplaçant comme des fantômes à travers les bambous. Et puis nous revenions à la base, et voyions une unité de la garde nationale américaine vivre mieux que le gouverneur général d'Australie. Ça vous rongeait. Ce n'était pas seulement de la jalousie, bien sûr. Dieu, j'aurais tué un homme pour une bière fraîche. C'était du pragmatisme. Nous regardions leurs bennes qui débordaient et leur parc automobile non gardé, et nous regardions notre propre équipement rouillé. Une décision collective fut prise. Ce n'était pas un ordre écrit sur papier, c'était un changement culturel. Nous avions réalisé que Sa Majesté la Reine, que Dieu la bénisse, avait un budget serré. Elle n'allait pas nous envoyer l'équipement dont nous avions besoin pour nous battre confortablement. Mais l'oncle Sam... L'oncle Sam était riche, négligent et distrait. Nous n'appelions pas ça du vol. Le vol, c'est ce que tu fais à tes potes. Prendre à l'ennemi, c'est du pillage. Mais prendre aux Yanks, ce n'était que du redéploiement. Il y avait un ensemble strict d'éthique pour l'escamotage. C'était un jeu de gentleman, en réalité. Règle numéro 1. Tu ne volais jamais l'équipement des troupes de combat. Si nous voyions un grunt des Marines américains ou un parachutiste patauger dans la boue, nous ne touchions pas à son équipement. Ce pauvre bougre souffrait tout autant que nous. Voler ses munitions ou ses chaussettes sèches aurait été un péché. Mais les enculés de l'arrière-garde, les REMF, Rear Echelon Motherfuckers, comme nous les appelions poliment, assis dans des bureaux climatisés à Long Binh ou Vung Tau, ceux-là étaient de bonne guerre. En fait, nous considérions comme une obligation morale de les soulager de leur inventaire excédentaire. C'était une expérience formatrice pour eux. L'art de l'escamotage n'était pas de se faufiler dans l'obscurité avec des pinces coupantes, habillé comme un ninja. Ça, c'est l'heure des amateurs. Le vrai escamotage, c'est l'audace. C'est de marcher par la porte d'entrée en plein jour, de saluer la police militaire
et d'avoir l'air de posséder l'endroit. Nous avons rapidement réalisé que la machine militaire américaine fonctionnait grâce à deux choses, l'essence et la bureaucratie. Et la bureaucratie était leur faiblesse. Le commis aux approvisionnements américains moyens était « Tu marches droit vers le sergent de bureau », un gamin de l'Iowa qui essaie juste de compter des couvertures. Et tu commences à crier à propos du formulaire de réquisition 1, 2, Alpha, Bravo, et comment le général va lui faire payer si l'unité de refroidissement tactique, c'est un frigo n'est-ce pas, n'est pas chargée sur mon camion dans les 5 minutes. La beauté de la chose, c'était la confusion. Les Yanks ne comprenaient pas notre structure de grade. Nos chevrons et nos galons leur semblaient bizarres. Un caporal australien confiant pouvait facilement convaincre un simple soldat américain confus qu'il était un major britannique ou un officier de liaison spéciale. « Vous ne savez pas qui je suis, mon gars ? Je suis l'intendant régimentaire des Queen's Own Bush Rangers. Maintenant, signez ce bon, ou je vous ferai peler des patates jusqu'à ce que Nixon quitte ses fonctions. » Le pauvre gamin paniqué regardait le presse-papier, qui n'était généralement qu'un programme de course de chevaux du journal de Sydney ou une feuille de papier vierge avec U.R. Jean écrit dessus au crayon rouge, et il signait. Il voulait juste que l'Australien en colère s'en aille. Nous avions des gars qui falsifiaient les signatures de généraux américains inexistants. Nous inventions des unités entières. « Oui, mon gars, nous avons besoin de ces 20 caisses de rations C pour le premier bataillon amphibie kangourou. Top secret. Chut, chut. » Ils y croyaient à chaque fois. C'était un art de la performance. Il fallait avoir de l'assurance. Il fallait agir comme si on leur rendait service en prenant leurs affaires. Nous ne volions pas. Nous décongestionnions leur arriéré. Nous aidions à la réduction des stocks. Et une fois que nous avions sorti ce camion par le portail, chargé de fruits frais, de générateurs et de tout ce qui n'était pas boulonné au sol, nous n'étions plus de simples soldats. Nous étions les Robins des Bois de la province de Phuoc Tuy. Si Nui Dat était la brousse, Long Binh et la base aérienne de Vung Tau étaient la grande ville. Pour un digger, soldat australien, sale, fraîchement sorti du scrub, broussaille, ces endroits étaient mythiques. C'était l'Eldorado de la logistique. Il faut l'imaginer. Des hectares et des hectares d'asphalte cuisant au soleil, couverts de rangées de jeeps, de camions, de chariots élévateurs neufs et de palettes empilées si haut qu'elles cachaient le soleil. C'était la caverne d'Aladin, si Aladin avait été un sergent quartier-maître avec un budget illimité. Notre terrain de chasse préféré était la base aérienne de Vung Tau. C'était une ruche chaotique d'activités, avec des avions de transport C-130 Hercule atterrissant toutes les quelques minutes, vomissant du fret venant des États-Unis. Le volume de choses était écœurant. J'ai vu une fois une palette de contreplaqué, parfait pour la marine, assise sous la pluie en train de pourrir. De retour à notre base, nous dormions dans des trous dans la boue, parce que nous ne pouvions pas obtenir de bois pour construire des planchers. Voir un tel gâchis ne nous rendait pas seulement affamés, ça nous rendait justes. Entrer n'était pas une opération militaire, c'était une performance théâtrale. Nous appelions ça la manœuvre du cheval de Troie. Mais au lieu d'un cheval de bois géant, nous utilisions un Land Rover cabossé et couvert de boue. Nous choisissions le véhicule le plus miteux du parc automobile, quelque chose avec une porte manquante et un moteur qui sonnait comme un sac de clés. Nous nous entassions à 4 ou 5, portant nos tenues les plus poussiéreuses, les slouch hats penchés de manière désinvolte. L'objectif était d'avoir l'air inoffensif, légèrement incompétent et indubitablement australien. Nous nous dirigions vers le portail principal de Vung Tau. Les policiers militaires américains, MPS, qui gardaient le périmètre étaient généralement des gamins de 19 ans qui s'ennuyaient à mourir.
Ils cherchaient des sapeurs Viet Cong ou des espions NVA, pas un tas d'Australiens souriants dans une boîte à rouille. « Good day, skipper !» criait le chauffeur, affichant un sourire qui aurait pu charmer un serpent. « On vient juste prendre du courrier diplomatique pour le brigadier. Affaire de VIP. » À proprement parler, nous n'avions pas les bons laissez-passer. Nos papiers n'étaient généralement qu'un emballage de chewing-gum ou une serviette sale. Mais nous avions quelque chose de mieux qu'une autorisation de sécurité. Nous avions la clé universelle. La clé universelle était une caisse de bière australienne. Tu vois, les Yanks avaient de la Budweiser, qui a le goût d'eau de canoë. Nous avions la bonne chose, de la lager, lourde et forte de chez nous. Nous gardions quelques canettes sur le tableau de bord, moites de chaleur. Les yeux du MP se fixaient sur ces canettes comme un laser. « Dites, c'est de la bière australienne ?» demandait le MP. « Absolument, mon pote, » répondions-nous en lui lançant une canette. « Garde-la au frais pour plus tard. Vous faites un excellent travail pour assurer notre sécurité, les gars. » Pot de vin ? Peut-être. Diplomatie ? Certainement. La barrière se levait et nous roulions dans le ventre de la bête. Une fois à l'intérieur du périmètre, nous étions invisibles. Les Américains étaient tellement submergés par leur propre trafic que personne ne faisait attention aux petits Land Rover qui zigzaguaient à travers les dépôts d'approvisionnement. Nous n'étions qu'un bruit de fond. Nous roulions devant les cimetières, de vastes terrains remplis de véhicules qui avaient des problèmes mécaniques mineurs. Une Jeep avec un pneu crevé était mise au rebut. Un camion avec un phare cassé était abandonné. Pour les Américains, c'était des déchets. Pour nous, c'était un supermarché de pièces détachées. Nous faisions le tour en dressant des listes de courses mentales. Bluey a besoin d'un nouveau carburateur et la tante Mess a besoin d'un nouveau ventilateur. Oh, et regardez ça, une palette de dinde congelée. Prends les pinces coupe-boulons. Nous étions comme des enfants dans un magasin de bonbons, sauf que le bonbon pesait 2 tonnes et nécessitait un chariot élévateur pour être volé. Le joyau de toute carrière d'escamoteur n'était pas une caisse de bière ou une boîte de steak, c'était un véhicule. Dans l'armée australienne, une Jeep était une denrée rare. Il fallait être colonel pour avoir ses propres roues. Dans l'armée américaine, même l'assistant de l'aumônier semblait avoir une Ford M151 Mutt flambant neuve. L'idée, comme la plupart des grandes idées, a commencé par une plainte. Notre chef de patrouille en avait marre de marcher 5 km jusqu'à la tente de briefing sous la pluie de mousson. Il nous a regardés un soir au-dessus d'une boîte de conserve de cornets de bif et a dit « Les gars, mes bottes pourrissent, trouvez-moi des roues. » Nous avons repéré la cible, un parc automobile près du périmètre de Long Bean. C'était une zone de stockage pour les véhicules de réserve, des rangées et des rangées de Jeeps neuves, fraîchement sorties du bateau, sentant la peinture d'usine et le caoutchouc. Elles étaient assises là, délaissées et inutilisées, tandis que nous pataugions dans la boue comme des paysans. C'était un crime contre l'efficacité. L'opération fut planifiée avec la précision d'une mission de reconnaissance en profondeur. Nous sommes entrés au crépuscule, juste à l'heure du dîner, lorsque les gardes américains étaient distraits par la promesse de hot burger. Nous ne nous sommes pas faufilés, nous sommes entrés en marchant, portant des boîtes à outils et ayant l'air d'une équipe de maintenance. Nous l'avons trouvée dans la 3e rangée, une M151 impeccable, à peine 1 km au compteur. Elle était magnifique. Les clés n'étaient pas sur le contact, mais pour un soldat du SAS entraîné en démolition et sabotage, le démarrage à chaud d'une Ford était un jeu d'enfant. Il a fallu environ 30 secondes pour contourner le commutateur d'allumage. Le moteur a ronronné, un doux bruit américain. Mais conduire une Jeep volée de l'armée américaine par le portail d'entrée était un suicide. Les MP vérifiaient les carnets de bord pour les véhicules qui quittaient la base. Nous avions besoin d'un déguisement. Nous avons conduit la Jeep jusqu'à un coin isolé du dépôt, derrière une pile de conteneurs maritimes. Alors, la transformation a commencé.
Nous avions apporté des bombes de peinture en aérosol, pas vert olive, mais un mélange de noir et de marron que nous utilisions pour le camouflage. En 10 minutes, ce véhicule impeccable de l'armée américaine ressemblait à une victime de la rougeole. Nous avons recouvert les étoiles blanches de l'armée américaine de boue et de rubans adhésifs. Mais le coup de maître a été les modifications. Nous avons donné un coup de masse à l'aile avant, juste une petite bosse pour lui donner du caractère. Nous avons arraché la toile du toit. Nous avons accroché une paire de bottes australiennes boueuses à l'arceau de sécurité. Essentiellement, nous l'avons enlaidi. Nous l'avons fait ressembler à un véhicule qui avait passé 6 mois dans la brousse. Puis est venue la plaque d'immatriculation. Nous n'en avions pas de vrai, alors nous avons boulonné un morceau de bois avec des chiffres aléatoires peints en blanc. AUSTFORCE 007. C'était ridicule. C'était audacieux. Nous nous sommes dirigés vers le portail de sortie. Le MP est sorti, son faisceau de lampe de poche balayant le véhicule. Il a vu la boue, l'aile bosselée, la peinture bizarre et les 4 Australiens souriant comme des idiots en fumant des cigarettes. « De quelle unité vient ce véhicule ?» a demandé le MP en fronçant les sourcils devant la plaque d'immatriculation en bois. « Royal Australian Bush Mechanics, mon pote !» ai-je dit en lui tendant une bière tiède. « Juste un essai routier pour dégager le carbone du moteur. Elle est un peu rudimentaire, n'est-ce pas ?» Le MP a regardé la Jeep délabrée. Aucun officier américain ne se serait fait prendre mort dans un véhicule qui avait l'air si minable. Il ne ressemblait plus à une propriété américaine. Il ressemblait à de la ferraille. « Très bien, avancez, » a-t-il soupiré, nous faisant signe de passer. « Sortez cette merde de ma voie !» Nous sommes sortis lentement, le saluant dès que nous avons contourné le virage et que nous étions hors de vue. Nous avons accéléré. Nous avons ri tout le long du chemin du retour vers Nui-Dat. Cette Jeep a servi dans notre escadron pendant 2 ans. Nous l'avons appelée le diplomate. Elle n'est jamais apparue sur aucun registre officiel, elle n'a jamais eu d'historique de service, mais c'était le véhicule le plus fiable que nous ayons jamais possédé. Bien sûr, nous ne volions pas toujours. Nous n'étions pas des pirates, enfin, pas tout le temps. Parfois, nous préférions mener des affaires légitimes. Nous avons rapidement découvert que la guerre du Vietnam avait sa propre économie unique, et le taux de change était largement en notre faveur. Les troupes américaines, en particulier les gars de l'arrière-garde qui ne voyaient jamais le combat, étaient obsédés par les trophées de guerre. Ils étaient désespérés d'avoir quelque chose de cool à envoyer à leur chérie dans le Nebraska ou l'Ohio. Quelque chose qui prouvait qu'ils étaient des guerriers de la jungle endurcis, même si leur bataille quotidienne la plus difficile était de faire la queue au réfectoire. Nous, le SAS, avions accès aux choses qu'ils voulaient, des armes ennemies, des drapeaux NVA et la mystique de la brousse. Mais la monnaie la plus précieuse que nous possédions était assise juste sur nos têtes, le chapeau de brousse, slouch hat. Ce chapeau de feutre kaki avec le bandeau Puggery et l'insigne du soleil levant était comme de la poussière d'or pour un Yank. C'était le symbole de l'Australien robuste qui lutte contre les crocodiles. Je ne plaisante pas quand je dis qu'un chapeau de brousse impeccable pouvait acheter une voiture d'occasion à Vung Tau. Nous avions des colonels américains qui nous offraient des caisses de whisky, des radios neuves ou même du temps de vol en hélicoptère juste pour mettre la main sur un seul exemplaire. Nous échangions nos vieux chapeaux tachés de sueur contre des M16 neufs ou des caisses d'explosifs C4. Ensuite, nous écrivions simplement à maman en disant « J'ai perdu mon chapeau dans une fusillade, bisous, envoie-moi un autre ». Et l'armée nous en délivrait un de rechange. C'était une ressource renouvelable. Mais le vrai argent était dans l'équipement ennemi capturé. Les Yanks payaient une fortune pour un drapeau Viet Cong. Le problème, c'est que les vrais drapeaux WC étaient rares. On n'en trouvait pas exactement traînés sur chaque buisson. Alors, en soldats entreprenants que nous étions, nous avons décidé de stimuler le marché.
Nous avons trouvé une couturière locale à Vung Tau, une adorable vieille dame vietnamienne qui pouvait coudre un drapeau rouge avec une étoile jaune en une vingtaine de minutes. Nous les achetions en gros, 20 à la fois. Ils semblaient neufs, ce qui était un problème. Un souvenir a besoin de provenance. Il doit avoir l'air d'avoir survécu à l'offensive du Tet. Alors, nous ramenions ces drapeaux neufs à nos tentes et nous leur faisions subir un conditionnement de combat. Nous les frottions dans la poussière rouge, nous marchions dessus, nous y renversions du café. Pour la pièce de résistance, nous les emmenions au champ de tir et mettions un seul trou de balle de 9 mm à travers l'étoile. Voilà, authenticité instantanée du champ de bataille. Je me souviens très bien d'un échange. Nous avons conduit un camion rempli de ces authentiques drapeaux jusqu'à un dépôt logistique américain près de Bien Hoa. Nous avons rencontré un sergent d'approvisionnement américain qui en bavait, littéralement, devant eux. « C'est le vrai truc ?» a-t-il demandé, caressant le trou de balle. « Mon pote, » lui ai-je répondu, en le regardant droit dans les yeux. Je l'ai arraché à un poteau de bambou déchiqueté dans les collines de Long Hai hier. J'ai failli prendre une balle en le faisant. Il a hoché la tête solennellement. En échange de 5 drapeaux capturés, coût total pour nous environ 2 $, il a déverrouillé un conteneur maritime réfrigéré. Il a sorti au chariot élévateur 10 boîtes de steaks de filet mignon de qualité A, destinées aux messes des officiers américains. Cette nuit-là, de retour à Nui-Dat, pendant que le reste de la task force australienne mangeait du jambon en conserve et des biscuits durs, notre patrouille était assise autour d'un feu, faisant griller des steaks qui étaient plus épais qu'un annuaire téléphonique. Nous buvions la Budweiser échangée, portions nos chapeaux de rechange et trinquerions à la grande chaîne d'approvisionnement américaine. C'était le meilleur repas que j'ai jamais eu, assaisonné du doux goût du capitalisme. Dans la hiérarchie des besoins humains, quelque part au-dessus de l'oxygène et en dessous des munitions, se trouve la bière fraîche. Dans la chaleur suffocante de Phuoc Tuy, où l'humidité était si épaisse que vous pouviez la mâcher, une bière chaude était une tragédie. C'était une insulte à l'esprit australien. La ration militaire standard comprenait de la bière, mais nous n'avions aucun moyen de la refroidir. Nous buvions de la lager chaude qui avait le goût de soupe de levure. Pendant ce temps, à 8 km de là, les Américains avaient des machines à glace, des distributeurs de boissons glacées et des chambres froides remplies de crème glacée. Nous avons décidé qu'il était temps d'apporter la révolution industrielle aux lignes du SAS. Nous avons lancé l'opération Hache de glace. La cible était un complexe du génie américain près de la côte. Nous l'avions repéré et avions remarqué 2 choses. Un énorme générateur diesel de taille industrielle posé sur une remorque et un conteneur maritime converti en une unité de réfrigération walk-in. C'était magnifique. Il ronronnait du bruit de la puissance électrique pure. Nous sommes arrivés avec notre camion volé mais repeint. Cette fois, nous n'avons pas utilisé la ruse de l'équipe de maintenance. Nous avons opté pour le gambit de l'urgence médicale. J'ai sauté du camion, l'air paniqué, agitant un presse-papier recouvert de tampons rouges que j'avais fabriqué à l'aide d'une pomme de terre sculptée et d'encre rouge. J'ai couru vers le sergent d'approvisionnement américain. « Mon pote, nous avons une situation critique à l'hôpital de campagne !» ai-je crié. « Notre unité de refroidissement de la banque de sang est tombée en panne. Nous avons du plasma qui est en train de gâcher sous la chaleur. J'ai besoin d'une alimentation de secours et d'un stockage froid maintenant, ou des hommes vont mourir. » Les yeux du pauvre sergent se sont écarquillés. La mention de sang et d'hommes mourants a contourné son cerveau bureaucratique et est allé droit à son cœur. « Prenez-le !» a-t-il hurlé, pointant le générateur et l'unité de réfrigération.
Nous sommes retournés à Nouidat dans un état d'euphorie totale. Le générateur et l'unité de réfrigération ont été installés derrière la tente mess et, en l'espace d'une heure, nous étions le seul endroit de la province où l'on pouvait se procurer une bière froide, une bière qui vous faisait mal aux dents. Nous avons passé 3 jours à vivre dans le luxe, buvant de la bière glacée et rigolant comme des fous. Puis, inévitablement, les MP américains sont arrivés. Ils avaient traqué la série du générateur et ils savaient qu'il se trouvait dans le périmètre australien. C'était un incident diplomatique en devenir. Un sergent-major américain très sérieux, avec des lunettes d'aviateur et un menton carré, s'est présenté à notre quartier-maître, exigeant de savoir pourquoi la propriété du gouvernement américain était utilisée pour refroidir la bière australienne. Notre sergent-major, un homme si effrayant qu'il aurait pu donner des cauchemars à l'oncle Sam lui-même, est sorti. Il avait l'air placide. Il portait son slouch hat, naturellement. Il a regardé le sergent-major américain de haut en bas. « Cette machine ?» a dit notre sergent-major en tapotant le générateur d'un air décontracté. « C'est un prêt tactique, sanctionné par le général Westmoreland lui-même. Vous ne le saviez pas, mon gars ?» Il a sorti un papier, le même type de formulaire que j'avais fabriqué, mais celui-ci était un véritable chef-d'œuvre. C'était un faux bon de livraison pour le générateur, avec la signature d'un certain général B.S. Cutter. Le sergent-major américain savait que c'était faux. Nous le savions. Mais il y avait 2 problèmes pour lui. Premièrement, le SASR était une unité secrète, et il ne voulait pas d'un incident diplomatique international sur son rapport d'activité. Deuxièmement, il était un REMFS, et nous étions des soldats d'infanterie en brousse qui n'avaient pas peur de la prison militaire. Nous aurions démarré une bagarre avec lui rien que pour le sport. Finalement, il a décidé que ce n'était pas la bataille qu'il voulait mener. Après quelques échanges tendus, un marché a été conclu. Nous lui avons donné 6 canettes de bière froide comme preuve que nous avions le générateur en marche. Il a déchiré son rapport de suivi de l'équipement, l'a jeté dans la boue et est parti. Le jeu de l'escamotage est devenu de plus en plus sophistiqué à mesure que les MP renforçaient leur contrôle. Il nous fallait une couverture plus sail pour déplacer l'équipement sensible. C'est là que le camion à cochons est entré en jeu. C'était un camion pour bétail qui transportait des cochons vietnamiens d'un bout à l'autre de la province. Il sentait comme un camion qui transportait du bétail vietnamien. L'odeur était si repoussante que même les MP les plus zélés ne voulaient pas le vérifier. Nous avons soudoyé le chauffeur et nous avons pu transporter des pièces de rechange de mitrailleuses lourdes, des batteries radio et des bidons de carburant cachés sous de la litière de porc sale. Même un MP qui voulait sérieusement attraper un voleur de l'armée ne voulait pas fourrer son nez dans ça. Le coup de maître final, la pièce de résistance de l'escamotage australien, fut la réquisition d'un bulldozer D9. Nous avions besoin d'un bulldozer à Nouidat pour construire de meilleurs champs de tir. Demander à l'armée australienne de nous en envoyer un aurait pris 6 mois et une consultation avec le Premier ministre. Les Yanks en avaient beaucoup, mais un bulldozer est difficile à cacher. Il ne tient pas dans le coffre d'un Land Rover. Alors, nous l'avons volé en morceaux. Pendant 3 semaines, nous avons envoyé différentes patrouilles à la base logistique américaine. Une équipe volait l'hydraulique, la déguisant en pièce de rebut à l'aide du camion à cochons. Une autre patrouille prenait le moteur, affirmant qu'il s'agissait d'un bloc moteur endommagé pour inspection. Une troisième volait les chenilles, les jetant simplement dans un fossé et revenant les chercher la nuit suivante. Enfin, nous avons rassemblé toutes les pièces et, dans notre parc automobile à Nouidat, notre sergent des opérations a réassemblé le D9 volé. Il était bosselé, repeint avec le même mélange de brun et de noir utilisé sur la Jeep, et il avait l'air australien. Un jour, un colonel du génie américain est venu en visite à Nouidat. Il a remarqué la machine et l'a admirée.
C'est un beau D9. Je n'en ai jamais vu un avec cette configuration de châssis, a-t-il dit à notre CO. Ah, c'est notre modèle standard, colonel, a répondu le CO avec un sourire innocent. Le Matilda. Fabrication australienne, monsieur. Une machine très fiable. Et c'est là qu'il a été mis au rebut. Nous n'avons jamais volé par cupidité. C'était un acte de survie. Et, peut-être, un acte de miséricorde pour le reste du monde. Nous étions des larrikines, vauriens, des espiègles, et, par nécessité, les Robins des Bois du Pacifique. Je me souviens de mon dernier jour au pays. Nous nous préparions à rentrer chez nous. Nous ne pouvions pas emporter le matériel lourd avec nous. Nous ne pouvions pas exactement enregistrer un générateur industriel volé sur un vol Qantas. Alors, nous avons fait la chose honorable. Nous l'avons rendu. En quelque sorte. Nous avons laissé le diplomate, notre fidèle Jeep volé, garé juste devant le poste de la PM américaine à Vung Tau. Nous avons laissé les clés sur le contact et une note sur le tableau de bord. Elle disait « Merci pour le prêt ». Elle tire un peu à gauche et les freins sont douteux, mais elle a bien servi la reine. Cordialement, le SAS. J'aime à penser que le MP qu'il a trouvé a souri. Nous avons quitté le Vietnam avec nos corps meurtris et nos esprits un peu brouillés. Mais nous avons marché la tête haute. Nous avions combattu l'ennemi selon nos propres termes, et nous avions aussi mené la guerre logistique selon nos propres termes. Nous avions prouvé que si les Britanniques nous avaient appris la discipline et la jungle le silence, ce sont les Américains qui nous avaient involontairement enseigné la valeur de la libre entreprise. Alors, portons un toast au corps d'approvisionnement de l'armée des États-Unis. Vous avez été les meilleurs quartiers-maîtres que le SAS australien ait jamais eu. Vous nous avez nourris, vous nous avez fait rouler et, surtout, vous avez gardé notre bière froide. Nous n'aurions pas pu le faire sans vous. Et si l'un d'entre vous cherche toujours ce bulldozer manquant, vérifiez au fond de la mer de Chine méridionale. Nous avons peut-être eu un petit accident en essayant de le charger sur un bateau. Désolé pour ça, mon pote. Sans rancune.